Bonjour à tous, moi je vais vous parler d'un sujet qui évidemment va de pair avec toute la conversation qui vient d'être engagée et démontrée de manière extrêmement effective. C'est la transformation en fait des fonctionnements des banques. Et ça échappera à personne que, comme toute société, une banque, c'est beaucoup de ressources humaines. Et donc la question qui est posée, c'est de savoir finalement comment bien gérer ces initiatives, ces opportunités big data, en adaptant finalement sa politique RH, à la fois en termes de recrutement, de formation, d'attraction, mais également de transformation des personnes qui sont déjà présentes. Et ce qu'on constate de manière assez évidente, c'est que toutes ces entreprises, et ça évolue évidemment très vite, elles ne sont pas nées du tout comme étant digitales, et que donc pour parvenir à atteindre leurs objectifs, chaque banque doit développer une culture d'entreprise spécifique qui va permettre la réussite en fait de l'analytique. En effet, ce qu'on constate chez un certain nombre d'entreprises qui sont leaders au niveau mondial sur ces sujets d'organisation data-driven, organisée autour de la donnée, c'est qu'elles ont toutes commencé à nommer des Chief Data Officers et qu'elles commençaient aussi à nommer des Chief Analytics Officers. Et que ça, si on compare aux sociétés qui, disons, font un peu semblant de dire qu'elles sont orientées sur la donnée, on note d'ores et déjà un groupe de têtes qui ressortent avec celles qui ont déjà fait les nominations. Cependant, nommer un Chief Data Officer, dans l'enquête qu'on a fait auprès d'à peu près 600 dirigeants au niveau mondial sur la stratégie, l'organisation, la performance de l'entreprise, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout suffisant comme méthode, je dirais, pour atteindre en fait les objectifs d'accélération qui ont l'air d'émerger, en particulier qu'on a entendu cet après-midi. Parce que ce que j'entends moi d'un certain nombre d'acteurs de fintech, c'est qu'en 6 mois, il y a déjà eu des évolutions assez massives chez un certain nombre de banques, et ça ne se fait pas par un claquement de doigts. Et ce qu'on constate, c'est autant les banques, les assureurs également, font énormément d'efforts en matière de production d'analytics, en mettant en ordre en particulier, parce qu'ils sont aussi forcés par la réglementation, tout ce qui est data, autant on ne sent pas forcément au quotidien une très très grande force en fait de la consommation de l'analytics. Or, s'il n'y a pas d'appétence pour l'analytics qui vient en particulier des métiers, des process, c'est très difficile de se transformer, sauf à avoir, ça a été exposé, des partenariats extérieurs, où on vient en fait développer la culture dont on a besoin, mais sans nécessairement associer tous les métiers. Or, en fait, beaucoup de départements ont besoin d'analytique. Ils seraient très nombreux à pouvoir intégrer en fait dans leur quotidien l'analytique. Mais ce qu'on constate, c'est que ce n'est pas un manque nécessairement de compétences, on va dire, très techniques, c'est-à-dire informatique, mathématiques, qui manque, mais c'est vraiment la compréhension par les gens des métiers, les gens des process, de véritablement ce que ça implique comme transformation de leur propre business. Donc en fait, à côté de compétences techniques qui sont absolument essentielles, qu'on connaît, comme le data mining, les statistiques, tout ce qui est développement d'API qui a été mentionné, tout ce qui est analytique descriptif, le machine learning, le test analytics. En fait, on voit qu'il y a un ensemble de compétences fonctionnelles qui sont à développer, comme la connaissance du secteur, un esprit critique, innovation, c'est-à-dire, je veux dire, pas simplement élucubration, c'est-à-dire transformer en produits réels et en services réels pour les clients, capacité à gérer également le changement. Donc derrière, tout ce qui est également les dimensions qui ont été évoquées d'agilité et de flexibilité, ça ne se décrète pas, ça s'expérimente, ça se découvre. Et donc effectivement, ça devient un enjeu extrêmement important en fait dans les initiatives analytics. En effet,
Les freins à la réussite d'un projet analytics ne sont donc pas purement technologiques. Au niveau individuel, évidemment, il faut développer une culture de la production, c'est-à-dire être capable de délivrer tout simplement de l'analytique. Ça nécessite d'ailleurs d'avoir une bonne compréhension de la donnée. Et quand on voit par exemple dans des départements financiers ou des départements risques de banque, on se dit parfois ils comprennent bien la donnée finale qu'ils ont obtenue, mais ils ne savent pas forcément par quelle étape elle est passée dans l'ensemble des systèmes. Or ceci a de l'influence évidemment sur la qualité des travaux ultimes qui sont réalisés. Donc développer également pour les individus qui s'occupent de l'analytique ou pour ceux qui transigent avec eux, une très bonne proximité, donc entre métiers, disons, et spécialistes de la data, spécialistes de l'analytique. Donc un ensemble également de récompenses, d'incitations qui vont pousser au développement en fait, de ces projets-là dans la bonne direction. Nous, ce qu'on voit en tant qu'EY et ce que montre l'enquête, c'est qu'il y a un certain nombre d'acteurs très avancés qui font évidemment ces efforts pour mettre en place l'ensemble de ces éléments individuels, mais qui achoppent dans la deuxième étape, qui est véritablement la bonne organisation. C'est-à-dire la sensibilisation à la culture de ce que peut apporter en fait la data et ce que peut apporter l'analytics, développement de cette appétence en fait de la consommation des métiers, et donc on voit parfois des investissements qui ont pu être faits dans des établissements financiers extrêmement significatifs, hein, plusieurs centaines de millions d'euros, de pounds ou de dollars pour ne citer personne, et qui en fait n'aboutissent pas véritablement à des changements très significatifs ultimement, et qui peuvent, ça a été mentionné tout à l'heure, décevoir en fait des actionnaires. Alors, quand on veut se poser la question de quelles expertises on a besoin pour réussir les projets analytics, finalement, on recherche, comme d'habitude, la quadrature du cercle, c'est-à-dire à combiner des choses qui sont éventuellement pas totalement compatibles. On a évidemment les magiciens, c'est-à-dire des gens qui sont effectivement qui ont une culture très forte sur le plan statistique, mathématique, un peu une sorte de professeur Théodule qu'on ne comprend pas bien d'ailleurs quand ils viennent à certaines réunions, pour être très honnête. À côté arrive une autre catégorie qui sont les techos, qui eux alors parlent avec un vocabulaire qui est lui aussi tout aussi incompréhensible, mais dans une autre gamme. C'est-à-dire les API, les DevOps, et j'en passe, c'est des meilleurs quand on va passer à la blockchain. Donc, à côté de ça, il y a d'autres profils qui doivent participer justement à, je dirais, l'urbanisation de ces concepts pour que ça ne reste pas des concepts intéressants, théoriques, qu'on ne fasse pas aussi des erreurs majeures. Et nous faisons, avec mon équipe, pas mal d'accompagnement de groupes où, en fait, sur les données, on peut monter des modèles qui ont l'air de marcher. Mais en fait, en regardant les données dans le détail, on s'aperçoit qu'on a, par exemple, quand on fait un proof of concept, on a intégré dans la construction du modèle des données qu'on connaîtra uniquement dans le futur. C'est-à-dire qu'au moment où on est en train de faire le modèle, on nous a fourni des données, mais en fait, on ne pourra pas les connaître, ces données-là. Donc, il est très important qu'on ait ce qu'on appelle, nous, les costumes 3 pièces, c'est-à-dire des représentants du métier qui ont de la bouteille et qui, en fait, peuvent dire si oui ou non tout ceci fait sens et peut marcher, avant même de lancer, d'ailleurs, des proof of value ou des tests grandeur nature pour les appeler différemment. Alors, on trouve rarement sur le marché des personnes qui regroupent ce qu'on appelle les licornes. Hein. Il y en a dans les fintechs, justement, mais on trouve rarement ces personnes qui sont capables de combiner toutes ces compétences en une seule. Et donc, il est très important d'entourer toutes ces compétences d'équipes projets qui vont faire du liant, qui vont permettre, en fait, qu'on soit globalement compétent sur ces 3 expertises. Alors, une fois qu'on a dit ça, comment on s'organise ? Il y a plein d'alternatives, et on voit autant d'alternatives que de situations sur le marché. On peut opter pour une certaine forme de centralisation, c'est-à-dire de mettre en production des proof of concept, puis ensuite une mise en production qui soit spécifique en fait à une business line, mais qui soit faite dans un environnement commun. Bon, c'est très souvent ce qui arrive
quand le sujet big data est, je dirais, capturé, et il n'y a rien d'offensant dans ce que je dis là, mais pas par l'IT, puisque l'IT, par construction, est très souvent déjà fortement centralisé. La difficulté, c'est évidemment d'impliquer dans ces centralisations les business units pour qu'elles aient véritablement envie de se lancer en fait dans l'exercice. Donc dans ce cas-là, il faut quand même faire cet effort d'éducation en fait des business units et donc lancer des data ou des data academy ou des analytics academy, bref des lieux qui vont permettre une appropriation en fait des techniques dont il est question, de telle sorte que ça diffuse. Une autre approche qu'on commence à voir poindre, c'est de se dire que finalement, certaines de ces technologies, certaines de ces techniques autour du big data et de l'analytique, qui sont éminemment techniques, finalement pourraient fort bien être commoditisées et externalisées. Et qu'on se focalise plutôt essentiellement sur la donnée, c'est-à-dire sa collecte, sa mise en qualité, et son exploitation, c'est-à-dire la diffusion par exemple de services ou de gains pour, par exemple pour l'établissement. Parce qu'effectivement, on n'a pas beaucoup parlé lors de la présentation du panel, j'ai hésité à poser une question, sur les bénéfices de la data analytics ou du big data, aussi sur l'optimisation des processus internes. C'est-à-dire qu'en fait, on peut utiliser également toute la donnée qu'on collecte sur la production quotidienne de la banque pour éventuellement améliorer également les processus internes, donc faire des gains de productivité tout simplement, puisqu'il y a la top line, mais il y a aussi, pour arriver au résultat, il y a ce qui se trouve au milieu. Troisième approche qu'on voit également assez largement représentée, me semble-t-il, dans ce qu'on a discuté cet après-midi, c'est d'intégrer, de profiter en fait de l'introduction de ces nouveaux concepts, de la data science, du data engineering, des conséquences sur l'architecture pour faire un revamping en fait de la DSI. Et globalement, c'est ce qui se passe parce que de toute façon, les DSI n'ont pas trop le choix. Sur un certain nombre de thèmes comme effectivement la cloudification, la transformation en fait des systèmes d'information en systèmes d'information as a service finalement, on voit qu'il y a une poussée très forte, effectivement une certaine agilité qui doit se développer, mais pas uniquement d'ailleurs dans la conduite des projets, mais dans la livraison purement et simplement des services par les DSI à leurs utilisateurs internes, que ce soit une direction marketing, une direction financière, une direction des risques, une direction du développement ou un moteur de recommandation qui marche sur le poste de l'agent qui est au téléphone avec le client, parce qu'il n'est pas nécessairement physiquement dans une agence. Donc il y a aussi cette approche IT intégrée qui en fait est pas une mauvaise option et pas mal utilisée dans pas mal de groupes parce que on a quand même une culture des proof of concept, des proof of value, associés à une culture de la production des IT qui peut quand même être extrêmement dynamique. Autre approche qu'on voit émerger dans les groupes qui ont du mal à gérer de manière centralisée en fait le big data, parce que, par exemple, si vous prenez juste le sujet de la fraude et que vous posez la question de savoir quel est le comportement frauduleux d'un citoyen, comme on nous a dit tout à l'heure, au Mexique, on va prendre des pays lointains, donc au Mexique, en France, et puis je ne sais pas, dans un pays nordique. C'est pas du tout évident qu'on va réussir à faire des gains de productivité en ayant exactement le même modèle d'identification des schémas de fraude dans ces différents pays. D'ailleurs, ce qu'on constate, c'est que les pourcentages de fraude ne sont pas du tout les mêmes non plus. Dans certains pays, c'est à plus de 2 chiffres, bien sûr en dessous de 100%. Mais ça reste quand même très élevé. Dans d'autres pays, c'est très limité. Donc est-ce qu'on devrait faire tout à fait le même investissement dans tous les pays simultanément ? Ce n'est pas totalement sûr. Est-ce qu'on aura exactement, en dehors de l'Europe par exemple, les mêmes réglementations sur la donnée ? Ce n'est pas totalement sûr. Donc dans ce cas-là, peut-être qu'une approche plus adaptée à chaque business unit, mais évidemment organisée
par un groupe, de telle sorte qu'on met à disposition des outils, des démarches, voire des capacités d'achat de logiciels ou des capacités d'achat de prestations, ça peut être évidemment une option. Donc au final, sur les points clés, puisque j'ai 15 minutes et que je suis en train de déborder, c'est que les niveaux de maturité, ils varient en fait sur le sujet Big Data. Il est encore temps d'adapter sa stratégie et d'en adopter une bien claire. Ce que je veux dire par là, c'est que soit on y va, soit on n'y va pas. La question qui a été posée tout à l'heure, à savoir ce qu'en pensent les actionnaires, je pense que pour un certain nombre d'entre eux, ils veulent juste que la banque survive. Et ce qui est certain, c'est qu'avec les GAFA autour et les FinTech sur le côté, si rien n'est fait, il se peut qu'il y ait des remplacements et de nouveaux entrants qui viennent prendre finalement la place des acteurs actuels. Donc la culture de la consommation de la donnée, à côté de la culture de la production finalement, c'est un différenciateur clé, c'est-à-dire que c'est ce qui va faire que l'ensemble de l'entreprise sur le plan RH va s'ancrer vraiment dans la data et également fournir une certaine pérennité. Ça se construit au travers de ce qu'on appelle nous le human element. Donc je peux vous faire passer l'étude qu'on a publiée sur le sujet avec Forbes pour mettre en avant cet élément-là. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'au sein de l'entreprise, dans les fonctions métiers, dans les opérations, on ait une culture data, une culture analytics qui se développe véritablement. J'ai le cas de Chief Data Officer qui me disent « c'est super, j'ai été nommé, mais je n'ai aucune demande ». Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est trop éloigné de la capacité des métiers à intérioriser un certain nombre de sujets. Et ce n'est pas les succès qui seront annoncés au niveau de la banque, éventuellement un peu éloignés du terrain, qui vont forcément d'un seul coup transformer la banque dans son ensemble. Le recrutement des profils, eh bien, il doit satisfaire ce critère de production, c'est-à-dire les compétences techniques, mais aussi un critère de consommation, c'est-à-dire être compréhensible. Et donc il est très important que les dimensions humaines soient renforcées, soit en la trouvant dans les mêmes individus, soit en entourant ces techniciens et en formant des équipes qui soient des combinaisons en fait finalement de l'ensemble de ces compétences. Et puis il y a des organisations variées qui existent, encore heureux, puisqu'on n'a pas de réglementation sur le sujet, et ça permettra d'adapter en fait son recrutement et ses formations selon une stratégie d'acquisition de la compétence Big Data qui sera clairement identifiée. Ah, voilà. Bah, écoutez, je vous remercie, je suis à vos dispositions évidemment pour répondre à des questions.